Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du balado La Santé au-delà des mots. Mon invité cette semaine, maître Marco Laverdière, avocat, expert en droit de la santé. Marco enseigne notamment à la maîtrise en droit de la santé à l'Université de Sherbrooke. Il est directeur général et secrétaire de l'Ordre des optométristes du Québec. Il est également chercheur. Avec Maître Laverdière, cette semaine, nous discutons d'une foule de sujets, notamment de la facturation médicale, des contraintes qui encadrent la pratique des médecins au Québec, des différents statuts liés à la facturation médicale, de la prise de conscience des coûts et également du contexte du financement médical dans la province. Nous nous attardons également longuement sur les liens entre le réseau privé, les coûts, la qualité des soins et nous revoyons un arrêt capital au Canada concernant l'assurance des soins de santé privés, soit l'arrêt Shaoli. Pour Marco Laverdière, les problèmes complexes requièrent des solutions complexes et je suis certain que l'entretien avec mon expert cette semaine va éclaircir plusieurs des questions que vous vous posez. Je vous souhaite une bonne écoute. Marco, bon matin. Salut Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, ça va. Moi, j'aimerais te dire que ça va bien, mais ma voix trahit un petit enjeu. Mais peut-être un effet du vaccin de la grippe ou je ne sais trop. Mais ça devrait se nettoyer en cours d'entrevue, là, compte tenu que l'entrevue va durer 3 jours. Non, Écoute, ça fait un bon moment qu'on voulait se parler, ou en fait que je voulais te parler, puisque tu es un expert en tout ce qui concerne le droit médico-légal, mais même plus maintenant, je pense, la gestion, la politique de la santé, toutes les lois qui peuvent... donc, très actifs sur les... très actifs quand même, puis sur... les gens qui te suivent peuvent voir que tu te prononces régulièrement, donc c'est intéressant de te suivre. Puis, ce matin, on voulait parler un peu du réseau de santé privé, puis je voulais parler aussi de l'arrêt Shaoli, parce que tout le monde en parle, puis comme tu mentionnais en entrevue récemment au Globe and Mail, les gens ont peut-être oublié un peu, finalement, certains éléments de cette affaire-là. Puis, peut-être ce qu'on appelle les affaires découlantes aussi. Donc, ça devrait être très intéressant. On va commencer par la base, disons, parce que il y avait une notion professionnelle désengagée versus non-participant. Donc, c'est une notion même qui m'était... j'avais désaffilié en tête, moi, qui est finalement un terme qui n'existait pas, d'après ce que je comprends. Oui, les gens vont utiliser différents termes, mais en fait, les termes exacts dans la loi sur l'assurance maladie, c'est participant ou soumis à l'application d'une entente. Là. Des fois, ils alternent entre ça et désengagé et non participant. Okay. Alors, participant, tout le monde sait c'est quoi. Donc, c'est la plupart des médecins, encore aujourd'hui, sont participants au régime. Si on va à l'autre bout du spectre, si on veut, on a les non-participants, donc ceux qui sont
sortis du régime public et qui peuvent donc facturer leurs patients n'importe quoi. Il n'y a pas de tarif, ils ne sont pas contraints à un tarif particulier. Et les patients, eux, ne peuvent pas se faire rembourser par la RAMQ, par le régime public. Donc, ça, c'est pour non-participants. Et le statut, une espèce de statut intermédiaire un peu curieux, d'ailleurs, c'est le statut de désengagé où les médecins sont sortis du régime public techniquement, mais sont soumis aux tarifs du régime public. Donc, ne peuvent pas facturer au-delà du tarif du régime public. Ils peuvent facturer leurs patients et leurs patients, eux, peuvent se faire rembourser par la RAMQ. Donc, ça suppose que le patient, après coup, doit faire une démarche auprès de la RAMQ pour se faire rembourser. Puis la petite histoire derrière ce statut-là, c'est que pour avoir fait quelques lectures là-dessus, il y a deux explications cocasses, ou ça dépend comment on les voit, mais il y en avait une qui était à l'effet que quand les régimes publics ont été introduits un peu partout au Canada, y compris au Québec, évidemment, dès le départ au Québec, il y a eu une grève des médecins spécialistes. Là, dans les années 70. Dans les années 70, qui s'est terminée à peu près en même temps que la crise d'octobre. Le timing n'était pas bon à l'époque pour faire une grève. Là, Et on craignait beaucoup, et en fait c'était le discours de l'époque, la socialisation de la médecine, quasiment même le communisme jusqu'à un certain point. Et l'idée donc qu'un médecin soit tenu d'avoir une relation avec l'État, de facturer l'État pour ses services, c'était rébarbatif pour certains. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce statut-là, dans le fond, qui donne presque pas d'avantage, en fait, qui donne juste du trouble à la fois aux médecins et aux patients. Et donc, ça a été introduit un peu pour cette raison-là. Il y avait une autre explication que j'ai entendue. Celle-là, c'est un petit peu moins documenté, mais je l'ai entendu une fois ou deux. C'était qu'il y avait même chez les psychiatres, entre autres, ma conjointe est psychiatre, elle ne m'entend pas, là, mais je vais pouvoir le dire, l'idée que la facturation aux patients participait même au processus thérapeutique, quelque chose de cet ordre-là. Donc, ce statut a été maintenu. Il est très peu populaire quand on regarde les listes aujourd'hui à la RAMQ. Il y en a presque pas, là, des gens qui sont non-participants, qui sont désengagés, pardon. Mais on pourrait se demander si ça ne pourrait pas aider, par contre, le contrôle des coûts. S'il y avait cette transaction-là où le patient, où tout le monde était conscient de la valeur exacte du service ou de l'examen demandé. Donc, à cet égard, parce que ça a été tenté à un certain moment donné, peut-être que tu te rappelleras, sur les requêtes d'examen de laboratoire, à un certain moment donné, on mettait les coûts des examens. Oui. Formule sanguine, $12 ou des choses comme ça. Là, à différents moments, effectivement, il y a eu cette idée-là, par exemple, de produire un relevé pour les citoyens, pour leur dire en fin d'année, là, ou à différents moments, voici ce que vous a coûté, ce qu'ont coûté à l'État, en fait, les coûts, les services que vous avez obtenus en cours d'année, des trucs. Effectivement, peut-être qu'au niveau de la prise de conscience des coûts, il y avait une vertu, ou il y aurait une vertu pédagogique, peut-être. Tu parlais des frais facturés par les médecins non participants, donc peut-être en aparté, est-ce que je me trompe, ou il y aurait quand même certaines contraintes déontologiques au niveau des frais facturés, ou on pourrait y aller vraiment où c'est un bar ouvert, là, oui, il y a une contrainte déontologique. Quand on parle dans les codes de déontologie, il y a une disposition assez standard. Il faut que les frais soient justes et raisonnables. Il y a un certain nombre de critères. Mais comment dire, on sait qu'au-delà d'un certain seuil, peut-être qu'on pourrait faire la preuve devant un conseil de discipline que les frais sont injustes et déraisonnables, mais c'est la discipline ou la déontologie, ça n'a jamais été un instrument très efficace pour contrôler la tarification. Là, je veux dire, il suffit de voir, puis là, c'est pas une critique que je fais, mais c'est un constat, là, comment la variabilité des tarifs chez les avocats, qui peuvent s'expliquer pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, mais je me rappelle pas qu'il y ait eu beaucoup d'activités disciplinaires là-dessus pour contrôler les coûts. Il y a au niveau des processus de contestation de conciliation d'arbitrage honoraire, des fois, il y a des paramètres qui sont un peu établis, mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'un des honoraires injustes et déraisonnables quand on met dans la balance l'expérience du professionnel, la technologie, tout ça, c'est pas un mécanisme très efficace de contrôle des coûts, là, disons, la déontologie. Mais on pourrait dire quand même que l'évolution du nombre de médecins non participants, ça pourrait être une source, peut-être une préoccupation. Disons que je regardais les chiffres en 20 ans, disons, on est passé de 0,5% des effectifs médicaux à 3,3%.
Donc, c'est quand même une tendance lourde, comme diraient nos analystes politiques. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est une question préoccupante. Ça, moi, je fais partie des gens qui se préoccupent de ça. Là. Je ne suis pas le seul, évidemment. La question du nombre de médecins non participants, là, on vient de franchir là, au mois d'octobre le 5% chez les médecins de famille. C'est ça. Alors, donc, oui, c'est préoccupant, effectivement. Si on l'aborde juste en termes de, voici, on accepte ce phénomène-là, puis on se dit, OK, comment on va contrôler maintenant la tarification? Comme je le disais, je pense pas que la déontologie, c'est un instrument très efficace. Après coup, là, est-ce qu'on fait comme dans d'autres provinces ou, enfin, dans certaines provinces comme en Ontario, le statut de médecin non participant n'existe simplement pas. OK. Et dans d'autres provinces, quand il est possible de sortir du régime public, on dit très bien, vous pouvez sortir du régime public, mais c'est la tarification du régime public qui va s'appliquer. Mm-hmm. Donc, c'est l'équivalent du statut de désengagé au Québec. Mm-hmm. Et puisque ce statut-là offre peu d'avantages, enfin, c'est un peu blanc bonnet blanc parce que, bon, oui, on facture le patient, mais on est soumis à la tarification du régime public, il y a peu de médecins qui vont s'en prévaloir. Donc, si on veut contrôler les coûts en disant aux médecins qui sortent du régime public, vous devez facturer suivant la tarification du régime public, on peut le faire, effectivement. Si on veut dire non, OK, on va leur permettre de tarifer même au-delà du régime public, mais on va avoir, je ne sais trop, des limites, des plafonds là, d'une certaine façon. C'est une mécanique qui n'existe pas actuellement au Québec. On n'a jamais eu à faire ça. On n'a jamais réfléchi, je pense, à cette chose-là. Et est-ce que les ordres professionnels pourraient faire ça? Quand on regarde dans le cas des professions, il est possible pour les ordres de suggérer des tarifs, là, d'aller au-delà, si on veut, du simple énoncé déontologique du fait que ça doit être juste et raisonnable. Suggérer un tarif, évidemment, ça va rester une suggestion. Imposer des tarifs dans le secteur privé, je ne dis pas que c'est infaisable, là, mais souvent, au niveau du bureau de la concurrence, il y a eu des hésitations là-dessus, là, et c'est ce qui fait que historiquement, il y en avait des tarifs là, à l'époque chez les notaires et les avocats. Là, la Chambre des notaires et le barreau avaient des règlements sur les tarifs et ça a été mis de côté justement dans l'esprit de la libre concurrence. Puis, est-ce qu'on serait capable de revenir à ça aujourd'hui? Je ne le sais pas. Est-ce que le ministère de la Santé, si on parle juste du volet santé, devrait faire ça, je le sais. Peut-être que ça devrait aller là, effectivement. Là où je verrais l'intérêt, cependant, pour un médecin de famille de se désengager, donc, c'est donc en facturant le même tarif que dans le réseau public, c'est peut-être de se soustraire à toutes les lois qui entourent la pratique médicale. Je ne sais pas si ce serait donc un bénéfice secondaire en termes de quota de patients, d'heures d'ouverture, la structure des GMF. Ça pourrait être une avenue à cet égard, je ne sais pas. Oui, tout ce qui est, toute la mécanique qui est devenue relativement lourde là, avec le temps, là, des AMP, les PREM, là, et tout ce qu'on trouve dans l'entente là, chez les omnipraticiens. Effectivement, comme désengagé, il échapperait là, le médecin désengagé échapperait effectivement à ça. C'est peut-être effectivement un des avantages qu'il y aurait avec ce statut-là. Puis là encore, ça pose la question un peu de l'équité. Si c'est si facile que ça de se soustraire à ces obligations-là qui ont été introduites pour, dans certains cas, partager un peu le fardeau des clientèles lourdes. Alors là, c'est un peu comme chez les agences de placement, quand on se... Puis c'est pas une critique encore une fois, c'est plus un constat, mais quand on va vers une agence de placement pour le personnel infirmier, par exemple, ou d'autres membres du personnel du réseau pour échapper aux horaires plus difficiles de fin de semaine, de soir, de nuit, dans certains cas, ou avoir une meilleure rémunération, là, ça introduit évidemment rapidement le problème de l'équité. Tout à fait. En fait, je ne suggérais pas de faire ça. Je constatais que ça pourrait en attirer quelques-uns, parce que ta conjointe est psychiatre, la mienne est médecin de famille, puis la lourdeur
je dirais, le nombre de contraintes qui s'ajoutent avec le temps. Là, on dirait qui est responsable de ces contraintes-là. Est-ce que les médecins sont eux-mêmes responsables? Est-ce qu'ils ont creusé leur propre trou au fil des années? Ça pourrait être l'objet d'une autre discussion, mais il y a beaucoup de contraintes là, liées à la pratique en médecine familiale. Le nombre de patients, inscrire des patients lourds, entre guillemets, les heures d'ouverture la fin de semaine, le nombre de patients inscrits. Et finalement, je connais peu à l'entente, mais ça semble complexe. Exact. Et toutes ces mesures-là ont été introduites au fil du temps. Là. Ça, c'est pas nouveau. Là, généralement, pour des bonnes raisons, on peut questionner l'efficacité des mesures. Mais après ça, derrière ça, il y avait quand même là, ce qui se voulait être des bonnes raisons. Puis ma compréhension, ça, je ne l'ai pas vérifié, mais pour avoir parlé avec des médecins de famille, entre autres, qui ont travaillé ailleurs au Canada, ça n'existe à peu près pas ailleurs au Canada, ce genre de mesures-là. Puis c'est une question que je me pose, je n'ai pas de réponse, là, mais ils ont pas eu cette difficulté-là, manifestement, d'attirer les médecins de famille là où ils devaient être pour répondre aux besoins de la population, que ce soit sur une base de répartition sur le territoire ou sur une base de combler des besoins prioritaires dans certains milieux. Alors, je n'ai pas de réponse à ça, mais ma compréhension, c'est qu'on les a empilées beaucoup, ces mesures-là, au Québec, au fil du temps, là, puis je peux comprendre que pour les omnis, les médecins de famille, ça devient très lourd. Puis je ne suis pas certain que... Enfin, c'est vraiment une question parce que je ne l'ai pas évalué, mais est-ce que c'est des mesures dont l'efficacité est bien mesurée? Là? Est-ce qu'on est capable de dire que le cumul de tout ça donne vraiment les résultats qu'on veut avoir, puis n'a pas plutôt un effet un peu rébarbatif qui fait en sorte que les gens, justement, veulent devenir non-participants ou désengagés, ils ne le font pas, là, mais non-participants pour échapper, entre autres, à ça, sans même vouloir plus de rémunération. Là. Quels sont les leviers du gouvernement ou jusqu'où le gouvernement peut-il aller pour, je dirais, protéger le réseau public, empêcher les médecins d'aller dans le privé, là? Il y a la loi sur l'assurance maladie là, qui donne certains pouvoirs. Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes où on serait tout le temps un peu dans les lois spéciales, entre guillemets? Il y a des mécanismes qui ont une vocation un peu temporaire qui existent dans la loi, qui ont été mis là dès le début, parce que dès le début, quand je suis retourné voir les débats à l'Assemblée nationale au moment de l'adoption de la loi sur l'assurance maladie là, pour des fins de recherche, puis on voit ça, là, puis il y a une hésitation, c'est un peu compliqué à l'époque, on hésite un peu entre le permettre, ce statut-là, mais jusqu'à un certain seuil. Il y avait l'idée de le permettre jusqu'à hauteur de 15% des effectifs par région, par exemple. Okay. Là, on a vraiment cette discussion-là. M. Castonguay discute de ça. Puis il y a un revirement entre l'adoption de la loi en juillet puis les amendements qui sont adoptés en octobre, durant la crise d'octobre. Oui. C'est assez intéressant à suivre. Mais bref, il y a ces mécanismes, des mécanismes temporaires qui ont été, à vocation temporaire, là, qui ont été mis dans la loi. Donc, la possibilité de suspendre la non-participation par arrêté ministériel pour une durée maximale de 2 ans qui peut être renouvelée, ou encore la possibilité par décret gouvernemental de forcer les non-participants à devenir désengagés. Même pas à les forcer à devenir participants, mais à devenir désengagés et donc à les forcer à facturer au tarif du régime public, là, puis avec la possibilité pour le patient d'être remboursé, ça qui est là pour une durée de 90 jours. Donc ça, ces mesures-là existent. La suspension de la non-participation pour 2 ans, c'est temporaire, mais en même temps, ça permettrait peut-être, dans certains cas, de faire une transition vers autre chose, là, si on voulait faire évoluer le modèle. C'est sûr que si on veut le faire sur une base permanente, on pourrait très bien faire comme l'Ontario le fait en 2004. L'Ontario a adopté une loi en 2004 en sorte que le statut de non-participant a été retiré des options. Donc, on pourrait très bien, je dis on, mais c'est le législateur pourrait très bien modifier la loi sur l'assurance maladie pour retirer le statut de non-participant. Est-ce qu'après coup, il y aurait une clause, ce qu'on appelle les clauses grand-père pour les médecins qui sont déjà non-participants, ou il y aurait une clause crépusculaire qui ferait en sorte que ce statut-là pourrait être conservé pendant un certain temps? Peut-être, là, il faudrait voir, mais donc sur le plan législatif, il y aurait ces possibilités-là. Et là, une question qui peut se poser à travers ça, c'est la question des chartes.
Le modèle ontarien n'a pas été contesté. Puis là, je ne vais pas rentrer peut-être tout de suite dans les considérations de Shaoli ou de Cambie, mais on a comme ces deux grandes causes-là qui nous donnent des indications un peu un peu contradictoires, oui, jusqu'à un certain point, là, ou en tout cas qui sont pas si faciles que ça à décoder quand on les met ensemble, et qui pourraient faire en sorte que on pourrait se poser la question, si la Cour suprême, avec Shaoli, a invalidé des dispositions qui interdisaient l'accès à l'assurance duplicative privée, sous prétexte donc que ça enlevait une option aux citoyens pour obtenir des soins de santé quand le système public n'arrivait pas à les donner. Est-ce que le fait qu'on abolisse le statut de non-participant pourrait être contesté de la même façon et donner le même résultat? Donc, c'est un petit peu ça la question qui pourrait se poser sur le plan constitutionnel. Mais est-ce à dire qu'en Ontario, il n'y a pas de soins privés ou... Non, c'est ça qui est un peu plus compliqué. Des fois, quand je dis ça dans des discussions, les gens disent, ben voyons donc, là, en Ontario, il y en a plein de soins privés où des médecins vont facturer pour leur service, c'est tout à fait vrai. Sauf que la variable qui est en cause dans ce cas-là, c'est pas la variable d'être participant ou non participant, c'est plutôt la variable de la définition de service assuré. OK. Alors, en Ontario, par exemple, certaines chirurgies ne sont assurées qu'en milieu hospitalier. Ce qui fait que les mêmes chirurgies qui sont données, qui sont faites en fait là, dans le secteur en cabinet privé ou dans des cliniques chirurgicales privées ne sont pas des services assurés, donc les médecins peuvent les facturer, mais ces médecins-là sont des médecins participants. D'accord. Le matin, ils peuvent opérer à l'hôpital au public, puis l'après-midi, ils peuvent opérer dans leur clinique privée en facturant et ils n'ont pas changé de statut entre les deux. Là. Mais en fait, ça s'apparente un peu à ce que la chirurgie plastique au Québec, là. Effectivement, la chirurgie plastique n'étant pas un service assuré, ça peut être fait, sauf dans les situations là, où il y a quelques exceptions, là, mais globalement ne l'étant pas, donc ça peut être fait au privé avec un médecin qui est un médecin participant au régime public. J'avais lu, tu avais écrit un article sur l'arrêt Cambie dont on va parler tout à l'heure, mais où tu parlais un peu de le fait qu'il y a beaucoup de politique derrière ça, là. Tout le monde en est conscient, là. On n'apprend rien à personne ce matin. Puis récemment, le Collège des médecins du Québec s'est prononcé contre l'expansion du réseau privé, donc en faveur d'un moratoire. Moi, je regardais un peu cette position-là de la part du Collège des médecins. Je me demandais, ou je ne sais pas si tu as une opinion formelle là-dessus ou un devoir de réserve, mais est-ce que c'est une décision basée sur des données, sur un aspect politique de la part du Collège ou sur des données scientifiques pour dire on prône l'arrêt de l'expansion? C'est quand même assez radical. Oui. Est-ce que la politique, évidemment, il y en a toujours un peu partout. Là, mais au-delà de ça, juste faire un petit détour sur le rôle des ordres, des fois, il y a une hésitation là-dessus. Est-ce que les ordres ne sont là que pour la mission de protection du public dans sa plus simple expression, autrement dit, contrôler l'admission, faire de l'inspection, faire de la discipline, puis devrait s'arrêter à ça? Ou est-ce qu'il y a un rôle un peu plus large qu'on appelle un rôle sociétal, de se prononcer sur des enjeux de société qui ne consistent pas à défendre nécessairement les intérêts de leurs membres, mais à se prononcer sur des enjeux de société qui concernent la discipline professionnelle Et les tribunaux reconnaissent le rôle sociétal des ordres professionnels et je pense que ça c'est ma lecture, là, je ne peux pas parler pour le Collège des médecins, bien sûr, mais je pense que le positionnement du Collège s'inscrit là-dedans et c'est plutôt quelque chose qui est favorisé maintenant. Même l'Office des professions a produit des documents là, sur l'évolution du rôle de la mission de protection du public qui inclut donc un volet sociétal. Sur le fondement de la position du Collège, moi, je suis assez je vois aussi ces données-là qui indiquent que l'accroissement du rôle du privé est souvent, si on parle même pas de causalité, là, restons plus prudents, corrélé avec une augmentation des coûts et dans certains cas aussi une diminution de la sécurité, entre guillemets, là, ou une détérioration de la qualité. Juste pour prendre cet exemple-là, il y a une étude assez robuste
des résultats qui ont été publiés dans le Lancet en 2022 sur l'expérience britannique sur une dizaine d'années. Là. Donc, c'était pas sur un petit projet pilote circonscrit, là, c'était vraiment sur une dizaine d'années et ça conduisait donc à ce genre de résultats-là. Puis la littérature est assez assez riche, je dirais, là-dessus, là, donc sur le fait que un rôle accru du privé est associé à des résultats négatifs dans certains cas là, sur les coûts et sur la qualité. Mais donc, je pense, je trouve que la position du collège n'est pas mal fondée de ce point de vue-là. Maintenant, là où mon niveau de perplexité, pas par rapport à la position du collège, mais par rapport aux données en question, c'est que quand on fait à l'international des comparaisons sur le fonctionnement des systèmes de santé, les résultats que génèrent les systèmes de santé dans des pays là, qui ont des régimes universels, là, on essaie de comparer les pommes avec les pommes, donc on compare là, un ensemble de pays. Souvent, les États-Unis sont exclus du panier parce qu'ils sont pas, ils se comparent pas avec le reste. Là, puis, mais donc, quand on regarde ça, on voit bien que des pays qui acceptent ou qui misent même sur une partie importante pour leur offre de services, là, qui mise sur le secteur privé pour une partie importante de leur offre de services, ont des résultats souvent meilleurs que le Canada et le Québec. Donc, ça pose la question de savoir, enfin, c'est pas si clair finalement que le fait de miser sur le secteur privé est toujours associé à des résultats plus négatifs, puisqu'il y a des pays qui misent sur le secteur privé et qui arrivent à des meilleures performances en termes d'accès, entre autres, que le Canada et le Québec. Puis là, ça pose aussi la question de quelle sorte de privé on parle. Du privé à but lucratif, c'est pas la même chose que du privé à but non lucratif. Du privé local, je dirais, des entreprises locales, c'est pas la même chose que du privé avec des multinationales qui échappent plus ou moins au contrôle des autorités réglementaires locales et qui sont moins collés sur les besoins des populations. Puis ça pose la question aussi, dans la littérature, on a beaucoup fait cette distinction-là à un certain moment. Maintenant, on fait plus de nuances là-dessus, mais entre les systèmes qu'on qualifie des systèmes de type Bismarck et les systèmes de type Beveridge. Les systèmes de type Bismarck, c'est finalement les systèmes qui ont beaucoup été conçus en Europe continentale en partant de l'Allemagne, mais sur des systèmes qui ressemblent un petit peu, si on veut, à notre assurance médicaments au Québec, où finalement, il y a une obligation de s'assurer, une obligation pour les citoyens d'avoir une assurance, souvent à travers leur emploi. Et c'est cette assurance privée-là qui va leur permettre d'avoir accès à des services auprès de différentes institutions, et souvent des institutions privées aussi. Mais tout ça est bien régulé. Là. Ça fait plus de 100 ans là, que ces pays-là ont mis en place ces systèmes-là. Donc, je dirais qu'il y a une bonne culture là, de régulation derrière, puis ils ont des bons résultats. Les systèmes de type Beveridge, c'est les systèmes qui ont été conçus là, dans l'après-guerre au Royaume-Uni, puis dont on s'est inspiré ici au Canada, et qui sont à financement public, le financement à partir du Fonds consolidé du revenu, puis avec l'architecture qu'on connaît. Et donc, ils font moins de place au privé habituellement avec les systèmes de type Beveridge. Donc, on a cette hésitation-là entre ces deux modèles-là qui, de toute façon, ont tous évolué. Puis là, aujourd'hui, c'est plus difficile de les dissocier comme tel. Tout à fait. Mais il y a quand même, généralement, je dirais, une plus grande expérience de régulation du privé dans ces pays-là. Peut-être qu'on n'a pas encore tout à fait au Canada et au Québec. C'est comme si on était encore, on ne savait pas très bien comment bien réguler ça pour que ça fonctionne, pour que ça donne des résultats, les résultats qu'on veut là, pour la population. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart,
ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Mais moi, j'ai l'impression qu'une partie de ce manque de contrôle ou de ce mauvais contrôle vient de l'approche qu'on a. Je regarde la médecine actuellement en 2024, j'ai l'impression que le réseau public, c'est un peu le dogme associé à ça. Ça s'apparente un peu au dogme de la religion dans le passé, là. Donc, il n'y a rien en dehors de l'Église catholique. Puis là, je pense qu'il y a des gens qui ont une approche de dire il n'y a rien en dehors du réseau public, selon moi. Ce qui amène un peu le développement du réseau privé, là. On verra le futur, tu sauras m'en parler là, avec le ministère. J'ai l'impression que ça amène le développement d'un réseau privé un peu... je dirais pas souterrain, il n'y a rien de caché, mais tu sais, ça ouvre à gauche, à droite, des modèles différents d'une région à l'autre. Je vais te donner un exemple. Les cliniques privées, très peu, je pense 2 cliniques au Québec ont un permis d'hospitalisation à ma connaissance, là. Mais il y a des cliniques privées. Il y a la clinique Duval à Montréal en orthopédie qui en est une. Je pense qu'il y en a une deuxième là, qui peut vraiment garder les patients hospitalisés plus de 24 heures. Alors là, c'est un enjeu pour les cliniques privées qui veulent offrir des procédures chirurgicales plus complexes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter des appartements en face de la clinique pour la convalescence des patients. Puis là, ben, c'est un petit peu de l'hospitalisation déguisée, si tu veux, mon ami. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Puis, oui, absolument. Tu sais, moi, j'aurais tendance à penser peut-être qu'on pourrait au Québec, pour une fois, faire quelque chose de bien. Puis j'aurais pensé que la meilleure façon de développer le réseau privé, à mon sens, c'est à l'intérieur du réseau public et non pas à côté. Mais ça prendrait une certaine ouverture d'esprit. Mais les salles d'opération, elles sont déjà existantes, là. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les mêmes salles d'opération qui sont exploitées par le réseau privé et public? Pourquoi est-ce qu'on fait construire des salles d'opération ailleurs? Mais bref, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Donc. Si on parle du premier volet de ta question, la question du dogme, c'est vrai que la loi canadienne sur la santé, par exemple, ça, c'est au Canada anglais, surtout, je dirais, c'est vraiment moins au Québec pour les raisons historiques qu'on connaît, là, mais au Canada anglais, c'est vraiment un symbole très, très fort, là, et elle est souvent très mal comprise, cette loi-là, puis quand on regarde dans les médias, souvent les gens vont lui donner une portée qu'elle n'a pas, là, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle a une portée beaucoup plus limitée que ce qu'on pense habituellement. Mais au Canada anglais, c'est très, très fort, cette loi-là. Elle est invoquée constamment. Puis c'est un peu, je dirais, c'est un peu comme le hockey, là. Tu sais, c'est comme un peu le signe distinctif entre le Canada et les États-Unis, là. C'est un peu une façon de dire, nous, les Canadiens, on a ça, et ça nous distingue des États-Unis. Là. Je fais un petit peu de sociologie à 5 sous, là, mais des fois, ça ressemble beaucoup à ça. Et oui, ça fait partie du dogme. Au Québec, c'est moins rattaché à la loi canadienne sur la santé, mais c'est peut-être un petit peu plus rattaché, disons, à la Révolution tranquille. On a peut-être aussi au Québec, notre héritage français, une tradition un petit peu plus étatiste, là, puis catholique aussi. Là. Il y a toute une littérature autour de ces notions-là là, qui fait en sorte que, par exemple, la France est plus étatiste. Là, c'est peut-être quelque chose qui nous reste au Québec de ça. Puis les pays anglo-saxons plus protestants ont une autre sorte d'approche par rapport à l'État, là, plus libérale. Alors oui, donc ça fait partie du portrait. Puis ça fait en sorte que dans ce débat-là, puis là, les gens ont tous aussi leur a priori un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite là, dans leur perspective des choses. Fait que quand on rentre dans ce débat-là, c'est souvent très clivé. Là. C'est difficile encore, c'est effectivement difficile de sortir de ces dogmes-là pour essayer d'avoir une discussion plus ouverte là-dessus. Moi, ce que j'essaie, au-delà de ma petite opinion personnelle ou de mes petites intuitions personnelles, j'essaie quand même de voir qu'est-ce que les données disent là-dessus, là, quand j'essaie
de voir qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Puis comme je le disais, les données, ils nous disent un certain nombre de choses. Je pense que les données sur lesquelles, par exemple, s'appuie le Collège des médecins, je pense qu'elles sont valables, puis elles reflètent, dans le fond, beaucoup ce qui arrive quand on a un secteur privé mal régulé. Hein, quand on a un secteur privé qui est dans une perspective de laisser faire, là, qu'on laisse aller avec peu d'encadrement, puis finalement, c'est le marché qui détermine un certain nombre de choses, avec des investisseurs, dans certains cas, qui pressent un peu le citron pour avoir un meilleur retour sur investissement, tout ça. Donc, ça conditionne beaucoup ça. Alors qu'il y a peut-être une possibilité d'avoir un secteur privé bien régulé. Certains pays en font la démonstration, mais ça ne s'improvise pas, ça. C'est pas... on peut pas dire, OK, si l'Allemagne réussit à le faire, ou les Pays-Bas réussissent à le faire, on va le faire ici au Canada, puis tiens, on déréglemente tout demain matin. Là. Puis ça ne peut pas se faire comme ça. Je pense qu'il faut, ça prend du know-how là, pour bien y arriver. Puis ça prend probablement aussi un peu du temps là, pour y arriver. Là, on pourrait dire qu'au Québec, au Canada, le secteur privé en santé n'est pas très mature, en tout cas pour le volet services médicaux, services hospitaliers. Il n'y a pas de maturité en ce moment. Là, il n'y a pas eu l'espace non plus là, pour acquérir cette maturité-là. Là. En 2024, donc on se parle en novembre 2024, quelle est la position du gouvernement québécois ou du ministère de la Santé face au privé? Là? Est-ce qu'on pourrait la résumer en... Pour, contre, ambivalence, inquiétude, comment perçois-tu là, donc la position de nos dirigeants? Très clairement, dans le plan santé, il y a un document qui s'appelle le plan santé, qui est un peu, si on veut, le roadmap là, du gouvernement et du ministre Dubé. On dit qu'il faut plus de place au privé. Mais c'est du privé organisationnel, hein, parce que c'est plus de place au privé, mais avec du financement public. La position est très claire, le ministre l'a même répété à plusieurs reprises. Donc, la position officielle, c'est celle-là. C'est cette position-là, entre autres, qui amène le ministre à faire disons que le projet n'a pas très bien évolué, mais l'idée des mini-hôpitaux privés à financement public, c'était de ça beaucoup dont il était question en lien avec le plan santé. Maintenant, ce qu'on peut observer, c'est que justement, il y a une forme de tolérance à un privé à financement privé, à un privé organisationnel à financement privé, donc payé par des patients ou des assureurs privés, parce qu'on a beaucoup laissé aller la non-participation des médecins, par exemple. Là, les statistiques, les chiffres ont évolué beaucoup ces dernières années là, sous le gouvernement actuel. Donc ça, c'est une manifestation d'une forme qu'on appelle parfois de privatisation rampante. Là. Et une autre manifestation de ça, c'est la télémédecine. La télémédecine sur les plateformes privées, plateformes commerciales privées, qui est en plein développement aussi, puis qui est à financement privé, soit par les patients qui payent, là, qui vont sur Maple, sur Teladoc, et d'autres plateformes comme celle-là, ou par des assurances privées, comme avec Dialogue, il y a même des ministères, ou enfin pas des ministères, mais des employeurs des sociétés d'État qui offrent à leurs employés. Okay. Alors, c'est de ça dont il s'agit. Là. Donc, ça, c'est pas dans le plan santé comme tel, mais manifestement, le gouvernement. Puis le gouvernement a même créé une petite exception réglementaire pour permettre l'assurance duplicative pour la télémédecine. Donc, ça, il y a même eu un petit coup de pouce du gouvernement là-dessus, là, mais donc, ça c'est pas du financement public, là, clairement pas. Donc, ça va être intéressant de suivre, mais demeure quand même... J'ai hâte de voir, mais j'aurais vu une plus grande intégration, moi, des deux secteurs. Je ne sais pas les modèles que tu connais, mais j'avais la notion qu'en Europe, parfois, les médecins, dans la même journée, un chirurgien, par exemple, va faire ses services publics dans la journée, puis rajoute du privé le soir. Tu sais, au Québec, c'est impossible. Là. Je veux dire, c'est comme... Puis même socialement, ce serait inacceptable. Il y a tous les enjeux sociaux. Tu parlais des enjeux politiques, puis ça me ramenait un peu...
tout à l'heure, on parlait un peu de... La politique est dans tout, là, mais je sais pas la vision que tu en as, mais il y a beaucoup de patients qui ont recours au privé là, sur une base ponctuelle, puis ça ne les dérange pas de payer. C'est-à-dire, parfois, on voit des patients, on leur prescrit une prise de sang, puis là, les gens vont dire « Ah, où est-ce que... » Tu sais, moi, j'ai des patients, mettons, je leur donne une prise de sang pour le suivi de leur cancer. Où est-ce que je peux aller pour ça? Ben, tu peux aller à l'hôpital. Là, je vais aller au privé, tu sais, puis... les gens, c'est une surtaxe pour eux, là. Les gens, ça les dérange pas tant que ça, là. Je veux dire, c'est comme aller à l'épicerie, là. Je veux dire, ça va me coûter un petit 200 à gauche, un petit 200 à droite. C'est comme si les gens oubliaient qu'il y a déjà une bonne portion de leur revenu. Puis j'ai l'impression qu'avec l'accroissement du réseau privé, ça va devenir de plus en plus politiquement difficile pour un parti politique d'avoir sur sa plateforme une certaine forme de contrôle du réseau privé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même ça ne plaira pas aux électeurs. Les électeurs vont dire, moi, je suis bien avec ça, là, tu sais. Puis là, lui, là, il veut m'enlever ça, moi, mon médecin en clinique privée. Je sais pas... Mais c'est comment dire, c'est sûr qu'à partir du moment où le système public ne répond pas à ces besoins-là, en tout cas, dans les termes ou dans les délais souhaités par les gens, puis qu'il y a une option. On accepte qu'il y a cette option-là qui, elle, y répond. Hein. Le secteur privé va être très bon pour répondre généralement aussi à tout un éventail de besoins relativement simples et payants, et pas tellement les besoins complexes et moins payants, mais donc où le système privé ou un secteur privé est là pour répondre à ça, c'est sûr que ça va devenir compliqué pour les décideurs publics de fermer le robinet du côté du privé puis de ne pas l'ouvrir plus du côté du public. Là. Ça, puis il y a même une situation où les gens vont peut-être même finir par se dire, ben là, moi, finalement, cette année, j'ai payé quand même pas mal de frais du côté du privé là, pour obtenir des tests, là, des trucs comme ça. Puis dans le fond, j'aimerais peut-être ça avoir une assurance pour ça, une assurance privée. Et là, et c'est là qu'il pourrait éventuellement, je ne le souhaite pas, là, mais qu'il pourrait y avoir même une pression pour ouvrir le marché de l'assurance là-dessus. Puis là, si on fait ça, ben là, on vient de... on vient de saper un des fondements du système public tel qu'on l'a actuellement au Canada. Et c'est pas, encore une fois, je reviens sur l'exemple de certains pays qui ont construit leur système universel sur la base d'une assurance privée obligatoire pour les citoyens avec un marché régulé. Ça ne s'improvise pas. Ça. C'est que si un jour on va aller vers ça, c'est pas en le faisant par des petites exceptions à gauche et à droite, puis en tolérant des choses à gauche et à droite. Là, on s'enligne plus sur un marché plus anarchique où là, effectivement, il n'y aura pas d'équité chez les citoyens. Donc, si on ouvre sans changer, sans faire une réorientation complète de notre système, le marché de l'assurance privée, ben ça va être comment dire, très compliqué là, de faire évoluer le système public tel qu'on l'a actuellement. Puis là, il y a toute la question aussi de plus le système privé ou le secteur privé évolue et prend de la place, plus il accapare des ressources. Ben, les ressources, ça, c'est les ressources humaines. Elles ne s'improvisent pas. Là. C'est des gens, les gens qui sont au privé, ben, ils ne sont pas au public. Tout à fait. Tout à fait. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous
vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. C'est une belle transition, peut-être en fin d'entrevue vers l'arrêt Shaoli, donc, qui date de 2005, Cour suprême du Canada, donc, puis dont on parle souvent, puis qu'on connaît peu, en tout cas même pour moi, là, outre le fait que Dr Shaoli m'apparaissait comme étant un personnage en soi. Donc, si tu me disais qui était d'abord Dr Shaoli, qui était M. Ziliotis, la base de cette histoire-là, disons. Oui, moi j'ai connu Dr Shaoli, c'est une petite anecdote, c'est que j'étais à l'époque au Conseil pour la protection des malades, j'étais en stage de l'Université de Montréal, et Dr Shaoli vous avez approché, puis c'est parce qu'il voulait essentiellement au départ être dans le système public, et il voulait faire des visites à domicile, il voulait avoir une espèce de clinique mobile, et il voulait que ça soit reconnu comme des AMP. Et le système public, à l'époque, c'était les régies régionales, je pense qu'il y avait qui déterminaient un peu les AMP, ne voulaient pas lui reconnaître. Alors là, il faisait une bataille là-dessus. Puis il était venu nous voir, puis tout ça. Puis c'est le premier contact que j'ai eu avec ça, puis c'est resté, là, lui, c'est un peu par dépit, après avoir un peu échoué à faire ce qu'il voulait à l'intérieur du système public, qui s'est retourné à un moment donné en voulant contester finalement des éléments du système public qui compromettaient son plan, là, qui était entre autres la question de l'interdiction de l'assurance privée duplicative. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais à la maîtrise, puis l'affaire Shaoli n'existait pas sur le plan judiciaire, puis ça n'existait pas, mais j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur cette question-là. Okay. Précisément la question qui a été soulevée par Shaoli après. Puis l'autre petite anecdote, c'est qu'une avocate qui l'a représentée pendant un certain temps, je l'ai rencontrée alors que je déménageais, je changeais d'appartement, puis j'allais prendre son appartement, puis elle me dit qu'elle travaille sur un dossier. Je savais pas que c'était Shaoli. Mm-hmm. Puis je lui dis que je travaille que ma maîtrise, ça porte sur cette question-là. Puis elle me dit, OK, il faut qu'on collabore. Là, j'ai collaboré. Je pense qu'on a, à travers tout là, elle avait rédigé la requête introductive d'instance de l'affaire Shaoli et sans trop savoir c'était qui puis c'était quoi, parce qu'il me manquait des morceaux. Okay. Je l'avais aidé elle m'avait demandé de réviser la requête puis de compléter la requête. Bref, j'ai jamais su quelle apport j'ai eu là-dessus, mais j'ai été cité par la Cour suprême dans l'affaire Shaoli. Okay. Bref, l'affaire Shaoli, c'est ça, c'est que c'est la contestation donc des dispositions de la loi sur l'assurance maladie et de la loi sur l'assurance hospitalisation qui interdisent l'assurance privée duplicative, donc l'assurance privée qui couvre les mêmes services que ceux qui sont couverts par les régimes publics, par le régime public d'assurance maladie et d'assurance hospitalisation. Et M. Ziliotis, donc Dr Shaoli était le médecin que je viens de décrire. M. Ziliotis, je ne l'ai pas connu. Là, ce qu'on sait de son histoire, c'est qu'il avait eu différents problèmes de santé. Il avait subi des délais dans le système public. Et je ne sais pas comment la rencontre s'est faite avec Dr Shaoli, mais bref, ce sont les deux protagonistes principaux là, de cette affaire-là. Et donc, ils ont contesté ces mesures-là, puis là, ils ont perdu en première instance, ils ont perdu en cour supérieure, ils ont perdu en cour d'appel. Et à l'époque, je me rappelle, puis moi, j'étais particulièrement intéressé à ça parce que mon mémoire de maîtrise, c'était ça. Fait que là, je me disais, la thèse que je défends dans mon mémoire de maîtrise est en train de perdre là, en cour supérieure, en cour d'appel. Okay. J'y croyais de moins en moins. De toute façon, je ne souhaitais pas tellement qu'elle gagne. Mon analyse, c'était plus que si le système public ne répond pas à la demande, puis qu'on interdit aux gens d'aller vers le privé, ça va poser un problème de charte. Oui, c'est ça. Mais en même temps, moi, je ne souhaitais pas qu'on démantèle le système public, c'était pas ça le but. Mais bref, ça a été en cour suprême. Et la Cour suprême, par une très courte majorité, en 4 contre 3, là, parce qu'il y avait 2 postes vacants à l'époque, a donné raison donc au Dr Shaoli, a invalidé les dispositions qui interdisaient l'assurance privée duplicative. Et c'est une histoire, là où ça devient compliqué, c'est que les 4 juges majoritaires, ils se sont prononcés
ils ont, dans le fond, un jugement majoritaire sur la Charte québécoise, mais la juge Deschamps, qui rédigeait pour la majorité, n'a pas voulu se prononcer sur la Charte canadienne. OK. Ce qui fait que le résultat sur la Charte canadienne, c'est un match nul 3-3. Avec une abstention. Si on parle en termes de hockey, parce que la juge Deschamps a dit, moi, je prononce sur la Charte québécoise et c'est suffisant. Et sur la Charte québécoise, c'est 4-3. OK. Puis là, il y a un élément technique qui fait en sorte que aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça donnerait. Puis là, je ne sais pas si... Parce que, en fait, j'essaie d'expliquer, c'est que la protection du droit à la vie, la liberté, la sécurité dans la Charte québécoise, dans le fond, elle est un peu plus robuste que dans la Charte canadienne. OK. Dans la Charte québécoise, une fois qu'on a constaté l'atteinte au droit à la vie, liberté, sécurité, pour justifier l'atteinte, c'est le test qu'on appelle le test de Hauss, le test où on doit démontrer, là, suivant une grille d'analyse, si c'est justifiable, donc si c'est proportionnel à l'objectif poursuivi, tout ça. Et dans la Charte canadienne, il y a une étape supplémentaire qui est de dire si l'atteinte elle est conforme au principe de justice fondamentale, elle va être acceptable, autrement dit. OK. Et donc, aujourd'hui, le jugement qui était rendu dans l'affaire Shaoli, on peut dire que c'est un jugement probablement qui est un précédent encore valable pour la Charte québécoise, mais pour la Charte canadienne, c'est moins clair. OK. Parce qu'après coup, il y a eu l'affaire Cambie, qui reposait uniquement sur la Charte canadienne. Et là, dans l'affaire Cambie, les mêmes mesures, l'interdiction de l'assurance privée duplicative, et en plus l'interdiction de la surfacturation, là, qui est un autre élément, elles ont été jugées comme étant, comme portant atteinte au droit, oui, mais comme étant acceptables dans une société libre et démocratique, donc justifiées. Donc, les dispositions n'ont pas été invalidées dans l'affaire Cambie. Est-ce que l'affaire Cambie a été entendue en Cour supérieure, en Cour suprême, ou la Cour a refusé d'entendre? Non. l'affaire Cambie, c'est un peu la même histoire que l'affaire Shaoli, là, avec des protagonistes dans l'Ouest canadien, oui, c'est ça. Ouais. En Colombie-Britannique, donc la clinique Cambie, docteur D, là, je me rappelle, j'ai oublié son prénom, qui était leur docteur Shaoli à eux, c'est docteur D. Et il a perdu en cour supérieure, donc en première instance, il a perdu en cour d'appel, et ce qui a étonné tout le monde, la Cour suprême a refusé d'autoriser l'appel. Et ça a été vraiment une grande surprise pour tous ceux qui comme moi, s'intéressent à ça, parce qu'on se disait tous qu'il restait cette... Shaoli avait comme laissé la question un peu avec une moitié de réponse, en quelque sorte, là, et que la Cour suprême voudrait peut-être revisiter ça dans un sens ou dans l'autre. Mais le fait que la Cour suprême ait refusé d'entendre l'appel, c'est aussi une façon de dire que les jugements qui ont été rendus en première instance et en appel en Colombie-Britannique, c'est probablement ça qui est c'est valable et qui est la fin, qui est l'analyse qu'il faut privilégier pour la Charte canadienne. Alors, donc, ça donne un résultat un peu mitigé aujourd'hui. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Mais disons, en 2024, là, les conséquences de l'arrêt Shaoli... pratico-pratique, disons, là, au Québec? Ou,
Ouais, ben, les conséquences immédiates de l'arrêt Shaoli, c'est que d'abord, elles ont été très circonscrites à l'époque, c'est M. Couillard qui était ministre de la Santé. Là. Elles ont été dans ce qu'on a appelé le projet de loi 33 à l'époque. On a ouvert l'assurance privée duplicative pour les chirurgies de hanches, genoux, cataractes. Mais de façon, encore une fois, très circonscrite. Puis c'est à l'époque c'est là qu'on a créé les centres médicaux spécialisés, les CMS, qui sont finalement ce qu'on appelle dans le langage courant, ça correspond à ces fameux mini-hôpitaux privés, là, encore qu'ils sont limités là, sur plusieurs plans. Donc, c'est ça qu'on a créé. Et on a introduit au même moment, le ministre avait introduit au même moment ce qu'on appelait les garanties d'accès. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'à l'époque, le discours du gouvernement, ça avait été de dire, OK, ben là, on n'a pas le choix de faire une certaine ouverture au privé. La Cour suprême nous a invalidé les dispositions des lois québécoises. Il faut bien réagir. Mais en même temps, on va dire aux citoyens, si votre délai d'attente pour ces chirurgies-là dépasse 6 mois, vous pourrez aller vers un CMS non participant. Enfin, un CMS participant, d'ailleurs, s'il y en a un, là, c'est d'abord s'il y en a un, ou sinon un CMS non participant. Puis l'État va payer vos frais pour la chirurgie dans ce CMS non participant-là. Et ça a été... Là, c'est valable encore aujourd'hui. Alors là, les dispositions de la loi ce qui a été mis dans les lois à l'époque, ça a été repris dans le projet de loi 15 là, qui va entrer en vigueur au 1er décembre. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait même un site, une page dans le fond du garde-robe du site web du ministère de la Santé, une page sur les garanties d'accès. Puis là, tu voyais les statistiques par région. Mais il n'y a plus personne qui parlait de ça. À ma compréhension, il n'y a plus personne qui avait intégré cette idée-là que, ah oui, c'est vrai maintenant, moi, si pour mes genoux ou ma hanche, je ne sais pas. Mais donc, aujourd'hui, en 2024, quelqu'un qui est en attente pour une prothèse de genou depuis 8 mois peut aller cogner à la porte de la clinique Duval, partir avec un reçu, puis se faire rembourser? Je ne veux surtout pas induire les gens en erreur, mais c'est toujours dans la loi. Okay, est-ce que c'est toujours opérationnel? Il faudrait vérifier avant. Est-ce que c'est toujours opérationnel? Je ne suis pas convaincu de ça du tout. OK. Mais j'invente rien là, parce qu'il faut aller voir vraiment non seulement dans la loi, mais même dans les déclarations publiques à l'époque. C'est quelque chose qui a été dit puis qui est comme disparu et qui n'était peut-être pas une si mauvaise idée d'une certaine façon. Là. C'était peut-être dur à administrer, tout ça. Mais c'est là que ça vient créer une espèce d'incitatif au public de dire si on ne répond pas à la demande, on va avoir un prix à payer parce qu'on va être obligé d'aller au privé. Et là, avec les coûts du privé, alors je ne dis pas que c'était une solution magique, mais je trouvais que là-dedans, il y avait en tout cas une volonté d'avoir une approche où on mise d'abord sur le public, mais quand le public ne répond pas à la demande, bien là, on a l'option du privé, puis l'État doit être au rendez-vous aussi. Là. Tout à fait. Écoute, ça fait quand même un bon tour d'horizon. Là. On pourrait continuer pendant des heures. Dis-moi, Marco, pour nos auditeurs profanes dont je suis, là, est-ce qu'il y a des références en ligne ou quelqu'un qui cherche, on devrait se faire une tête privée-publique? Est-ce qu'il y a un institut, qu'on appelle des think tanks, entre guillemets, là, pour reprendre un anglicisme, ou est-ce qu'on fouille un peu partout sur le web? Il y a les revues qui s'intéressent aux questions de gestion en santé ou d'administration de la santé, Health Policy, entre autres, puis même dans les revues qui sont plus des revues médicales, dans les revues, par exemple, de l'Association médicale canadienne ou le British Medical Journal, tout ça, il y a souvent des articles là-dessus, dans le Lancet, le Lancet qui est plus scientifique, mais quand même, dans certains cas, ils vont s'intéresser à ça. Donc, c'est assez éparpillé. Quand on veut voir des opinions un peu plus polarisées, bien, qui nous permettent quand même de se faire une tête. De se faire une tête, de voir. Il y a les think tanks de gauche et de droite. Là, il y a l'IRIS au Québec qui est plus à gauche, l'Institut économique de Montréal qui est plus à droite. Les deux vont régulièrement se prononcer sur des enjeux qui sont liés à la santé. À l'échelle canadienne, il y a l'Institut Fraser, il y a la coalition canadienne
la santé, quelque chose du genre, là, qui OK. est plus favorable au système public. Donc, OK. faut comme s'abreuver à différentes sources. Là, Pour puis, se faire une tête. Puis essayer de pas juste rester dans, comment dire, dans... Faut pas être dans une chambre d'écho là-dessus, sinon, ben là, on développe une perspective très... qui est légitime, mais qui est souvent très, très enfermée dans une perspective de gauche ou de droite. Ben, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais on a souvent tendance à lire des choses ou des ressources ou consulter des références qui nous rassurent dans notre position. Donc, c'est souvent inconfortable d'aller lire des éléments ou des sujets contradictoires, mais il faut se forcer. Et, écoute, c'était super intéressant. Donc, la formule du balado inclut une petite section baguette magique. Là. Je ne sais pas si tu as un devoir de réserve en raison de tes fonctions professionnelles, mais tu sauras me le dire. Si tu pouvais changer une chose dans le réseau de santé avec ce que tu as dit aujourd'hui. Ou... Ben écoute, c'est toujours très prétentieux de dire on a l'idée qui permettrait que les choses aillent bien, puis je ne l'ai pas non plus. Là, okay. Les problèmes complexes requièrent habituellement des solutions complexes aussi. Tout à fait. Mais disons que une petite inclinaison que j'ai, ce serait de dire que le système en arrive à sortir de cette perspective-là qui est très hospitalo-médico-centrique, puis qui fait en sorte que puis pour des raisons historiques, hein, parce qu'à l'époque, quand on était malade, ben si on était un peu malade, on allait voir le médecin. Si on était plus malade, on allait à l'hôpital. C'était comme ça que ça marchait. Il n'y avait pas beaucoup ça s'est développé de cette façon-là. C'est ça. Mais là, aujourd'hui, puis on a du retard là-dessus, c'est qu'on a toute une variété de professionnels qui sont capables de répondre à des besoins en première ligne, parfois même un peu en deuxième ligne, puis sans rien enlever aux médecins. Là, je pense qu'on a besoin d'avoir le niveau aussi de compétences et de spécialisation des médecins, mais de miser plus largement sur l'éventail de tous les professionnels de la santé qu'on a aujourd'hui, là, qui sont généralement là, très compétents. Je pense que c'est la difficulté qu'on a au Québec. On fait des choses, juste le déploiement des IPS, on est tellement en retard au Québec par rapport à d'autres provinces. Des choses aussi simples, par exemple, que d'avoir un physio à l'urgence. Il y a eu des projets pilotes fantastiques récemment là-dessus, mais ça aurait dû être fait bien avant. Alors, le fait de mobiliser nos ressources, on a plein de ressources très compétentes. Et ça nous demande juste de sortir donc de cette approche-là qui est hospitalo-centriste. Et médico-centriste. Okay. Et encore une fois, c'est pas contre les médecins. Non, je pense que même les médecins aujourd'hui eux-mêmes le souhaitent de ne pas avoir toute la misère du monde à supporter sur leurs épaules. Non, je pense que les médecins sont très à l'aise avec le fait de traiter les patients les plus malades. Exact. Ça a plein de bon sens. As-tu une rencontre de rêve? Tu as déjà rencontré Dr Shaoli? Je me dis, je suis pas sûr que ça faisait partie de cette catégorie-là, mais bref, écoute, je sais pas, moi, c'est Albert Camus, tiens. Choix. Pour la notion de l'absurde qui peut nous aider beaucoup ces temps-ci, surtout cette semaine, je dirais, avec le résultat des élections américaines. Excellent. Albert Camus, c'est la première fois, donc je pense, écoute, sur au-delà de 160 entrevues, c'est très bon. Est-ce que tu supportes une cause particulière, une fondation indirectement, oui. Ma conjointe est très engagée dans la recherche avec pour les personnes qui sont aux prises avec le trouble de personnalité limite. D'accord. Et à travers tout ça, donc, elle est très active sur le plan, le développement donc des connaissances là-dessus, mais à travers tout ça, donc, elle est engagée avec la fondation Sage Bear, qui vient en aide aux familles, aux proches des personnes qui ont un trouble de personnalité limite. Et dans notre entourage, on a quelqu'un là, qui vit avec ce problème-là. Donc, on est évidemment sensibilisé. Puis donc, ce serait un peu l'organisation que tu supportes, qui serait près de mon cœur. Excellent. Écoute, mon cher, je te remercie énormément. Donc, ça a été hyper intéressant. Puis, avec la mise en application du projet de loi 15, les développements, on aura sûrement l'occasion de se reparler dans le futur. C'est bien. Merci, Jean-Pierre. Et écoute... Comme on dit généralement au Québec, félicitations pour ton programme. Hey, merci beaucoup. À la prochaine. C'est vraiment chouette. C'est gentil, merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute
et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.